semaine sur le thème de Nasso, la deuxième paracha donc du livre de Bamidbar. Après avoir reçu la Torah, nous voici dans une étude que j'ai intitulée « Trouver sa place », un sujet qui n'intéresse personne évidemment. On est dans une paracha, je vais juste vous tracer globalement une perspective de la paracha, même si je suis convaincue que vous l'avez toute lue, puisque c'est les devoirs obligatoires à faire pour venir ici, n'est-ce pas? Donc j'imagine que ce matin, vous avez pris le temps tout de lire la paracha en français. Vous avez sûrement remarqué que c'est une très longue paracha. Très longue paracha, la plus longue. Avec apparemment des sujets très différents les uns des autres. La structure est la suivante. Cette paracha commence par le rôle des trois différents fils de Lévi. Donc, la tribu de Lévi, vous savez, est là, présente pour s'occuper de toute la sainteté du Mishkan. Ils sont présents, ils servent à l'intérieur du temple de Jérusalem. Là, nous sommes Bamidbar dans le désert, donc nous sommes avant le temple de Jérusalem, mais nous avons un Mishkan. Donc, c'est le lieu où il y a le Saint des Saints et les tables de la loi et tous les ustensiles du tabernacle. Et ce sont les Lévi'im, les enfants de Lévi, trois fils, qui sont chargés du service, je vais expliquer exactement quoi, autour de ce tabernacle. Alors les Kohanim sont ceux qui servent à l'intérieur, d'accord, mais les Lévi'im sont nécessaires, alors évidemment pour chanter, vous savez que les Lévi'im chantaient toujours dans le tabernacle, mais également pour le transport du Mishkan, puisque le tabernacle est portatif. Donc, comment est-ce que d'une étape à l'autre, ils ont eu comme 42 étapes dans le désert, comment d'une étape à l'autre, on démonte et on remonte le Mishkan? Eh bien, il fallait des professionnels, et chacun était assigné à une tâche très particulière. Quand je dis chacun, ce n'est pas chacun des trois, ce sont trois familles. Trois frères ont donné naissance à trois familles, plusieurs milliers d'individus qui sont recensés dans notre paracha. Et chaque famille des trois a un rôle particulier, d'accord? Donc la première partie va nous décrire le rôle de ces trois familles, enfants de Lévi, dans le transport, démontage, remontage et transport du tabernacle, ok? Premier grand sujet. Deuxième grand sujet, la femme sota, la femme infidèle, qui est soupçonnée en tout cas d'infidélité, qui est amenée au temple. Il y a tout un cérémonial, il y a les eaux amères, il y a le nom de Dieu qui est écrit sur un parchemin et qui va fondre à l'intérieur de cette eau avec un cérémonial très particulier. Tout ce qui est autour de la femme sota. Suite à ça, autre grand sujet, toute personne qui souhaite faire vœu de nazira, c'est-à-dire devenir un nazir, c'est-à-dire se consacrer pour un temps donné à la spiritualité, faire une forme de retraite spirituelle. Et pour cette retraite spirituelle, il va y avoir toutes sortes de conditions, comme ne pas boire de vin, se laisser pousser les cheveux, etc. Donc on a le vœu du nazir, et ensuite on va voir la bénédiction des Kohanim, et la fin de la paracha, une très longue fin, ça va être 12 passages très longs qui sont répétés exactement à l'identique et qui décrivent les offrandes des 12 princes des tribus d'Israël qu'ils amènent au tabernacle quand on inaugure, le 1er Nissan, on va inaugurer le tabernacle, et donc il va y avoir 12 jours de Milouim, chaque jour pour un prince de tribu. Chaque jour, un prince va amener des offrandes au tabernacle. Et donc, 12 paragraphes répétés à l'identique, à la virgule près. Il n'y a pas de virgule dans la Torah, à l'identique dans la Torah. Quand je vous dis ça comme ça, structure de la paracha, vous dites, bon, elle va nous faire quoi comme cours aujourd'hui? Enfin, il y a des sujets apparemment multiples et variés. Eh bien, ce matin, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Je ne savais pas du tout sur quoi j'allais vous faire cours. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je vous raconte les secrets. Je prends le texte de la Torah avec aucun commentaire. Et je le lis de bout en bout, en hébreu, en français. Je me laisse imprégner.
et j'essaye d'entendre qu'est-ce que la Torah me chante. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? C'est pas possible qu'il y ait une paracha qui s'appelle Nasso, on va expliquer le titre, avec des sujets apparemment aussi différents, et qu'effectivement ce soit juste un puzzle, un amalgame de sujets. Il y a forcément une ligne directrice de tous ces sujets qui vient m'indiquer un point central sur lequel on doit réfléchir. Le lien. Le lien, eh bien, ce sont les principales situations de notre vie, le lien que j'ai vu, les principales, les plus importantes situations de nos vies dans lesquelles on est à la recherche de notre place. Et c'est des situations douloureuses. La plupart du temps, c'est des situations qui nous interrogent énormément sur nos places. Est-ce que je suis à la bonne place? Dans quel domaine on se pose cette question? Évidemment, vous savez que si les 10 commandements qu'on a lus il y a 2 jours à Shavuot se terminent par l'otachmod, tu ne convoiteras pas, c'est parce que le problème de ce qui se passe à droite et à gauche, c'est quand même quelque chose d'assez essentiel dans nos vies. On est très investi par et lui, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa place? Quand je dis à droite et à gauche, le premier droite et gauche qu'on a tous vécu petit, sauf si on est enfant unique, c'est la fratrie. La grande sœur ou la petite sœur ou le frère ou le demi-frère ou le petit dernier qui arrive ou étant le petit dernier les grands. C'est la première question qu'un enfant qui arrive, première question de place qu'il se pose, c'est par rapport évidemment à sa fratrie. Et le titre de notre paracha qui est Nasso, Nasso va nous indiquer comment est-ce qu'on peut exister dans un ensemble. Quelle est la meilleure façon d'exister quand on fait partie d'un groupe? On fait partie tous de beaucoup de groupes. On fait partie du groupe, on a dit de la fratrie, on fait partie d'un groupe dans la communauté, on fait partie d'un groupe. Le premier petit groupe très important dont on va parler, c'est un homme et une femme. Et trouver sa place au sein du couple est un vrai grand sujet, très important sujet. Je suis la seule à transpirer là? Tout le monde a aussi chaud que moi? Moi qui ai toujours froid. Vous savez on se plaint toujours, tout le monde a chaud et moi j'ai froid. Ou bien je m'anime. Là, Rebecca, t'es trop mignonne. Donc, ce titre-là, Nasso. Nasso, vous avez vu comment la Torah le traduit par... Non, je ne vous ai pas mis le premier verset. La Torah va le traduire par « fais le relever ». C'est une traduction pas mal, parce que dans le mot « relever », il y a « élever ». « Fais le relever », ça veut dire « distingue ». Distingue, alors il faut distinguer qui ici on va distinguer les enfants de Lévi, chacun, Gershon, Kehat, Merari, ces trois familles-là. Nasso veut dire distinguer, mets-les à part. Littéralement, on pourrait dire compter, mais ce n'est pas vraiment compter. C'est très différent, Nasso, du verbe lispor. Mispar, c'est un compte, un chiffre, un nombre. Dans le mot mispar, on est un parmi les autres. Par exemple, le mot sefer, un livre, dans lequel vous entendez que c'est la même racine que mispar. Un livre, c'est un assemblage de pages, d'accord? Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Toutes les pages ensemble forment le livre. Donc, le mispar, c'est le compte général. Tandis que Nasso, c'est distinguer réellement. C'est mettre à part. Et en fait, comme vous entendez le mot Nasso, vous allez voir que dans la paracha, on va très souvent entendre un radical proche de Nasso. Par exemple, où on entend un mot très proche de Nasso dans le mot Nassi, le prince. On va parler des princes, les princes des tribus, le Nassi. Donc c'est celui qui a été distingué, un ossé, c'est un sujet qui est précis. Et également, je pense au mot Nisuin. Nisuin, c'est un mariage. Et un mariage, c'est effectivement quand on distingue une femme, quand on distingue un homme parmi tous les autres. D'accord? Donc, en réalité, je crois que cette paracha, elle nous dit que quand quelqu'un a été distingué, peu importe au milieu de quoi, par le verbe nasso, alors il a trouvé sa place. Et se marier au sens plein
du terme Nisuin, c'est réellement trouver sa place. Mais pour que le mariage soit heureux, il faut qu'on continue à trouver sa place au sein du mariage, bien entendu. Et ça va être notre sujet concernant la femme sota. Je vais commencer par le premier sujet, le sujet de ces 3 frères, ou 3 familles de frères, hein, vous avez compris, ces 3 familles, qui ont été distingués tous les 3 et qui a chacun une place distincte, une place différente. Vous savez que, on peut résumer, je pense, tous les problèmes relationnels par un problème de place. Pas seulement les problèmes relationnels. Même le problème d'épanouissement personnel, on peut le résumer par un problème de ma place au travail, ma place professionnelle en général, peut-être pas au travail, mais est-ce que professionnellement je suis épanouie là où je suis? Ma place dans la société, ma place dans la Torah. Est-ce que je suis épanouie spirituellement dans la Torah? Est-ce que j'ai trouvé ma place dans la façon que j'ai de vivre ma Torah? C'est également une question de place en réalité. Vous allez voir que tout ça est lié dans notre paracha. Ce qu'on va essayer de voir dans notre étude, c'est quelle méthode va nous donner la Torah dans cette paracha pour qu'on puisse trouver notre place dans tous ces domaines-là. Que ce soit dans la fratrie, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans l'épanouissement personnel spirituel à travers le nazir. Et vous allez voir que la Torah va nous indiquer une méthodologie pour tout faire pour se sentir à sa place, se sentir légitime, pour pouvoir s'épanouir là où on est et dans ce qu'on est. Ok? On va commencer par les 3 frères, comme je vous ai dit. Alors, les 3 frères se nomment Gershon, c'est l'aîné, Kehat et Merari. Des noms bizarres. Bon. Alors, ils ont donné naissance à 3 grandes familles. Et voilà qu'il faut démonter le Mishkan, cet endroit si saint dans lequel il y a tous les ustensiles. Comment est fabriqué le Mishkan? Vous vous rappelez qu'à l'intérieur, il y a plusieurs ustensiles. Il y a le Saint des Saints, avec les tables de la loi, bien sûr, et les chérubins. Mais il y a aussi la Ménorah, mais il y a aussi la table avec les pains, mais il y a aussi le Misbéach, l'endroit où on apportait l'offrande, la Kétoret, effectivement. Et ensuite, il va y avoir toute la structure démontable, d'accord? C'est un grand rectangle. C'est une structure faite de poutres, des solives, d'accord? Ce sont des poutres, les unes à côté des autres, qui sont placées de façon verticale, d'accord? Et avec un système ingénieux, elles s'emboîtent l'une dans l'autre, et sur les poutres, il y avait des tentures somptueuses. Alors, des tentures sur la structure extérieure et des tentures, bien sûr, au niveau du Saint des Saints, et des tentures supérieures aussi, au-dessus, d'accord, faites de peau. Tout ça, il faut le démonter et le remonter. Qui est chargé de cela? Ces 3 grandes familles. Maintenant, il y a des rôles qui vont être distincts les uns des autres. On va avoir les enfants de Kehat, qui est pourtant le 2e fils, qui vont avoir comme rôle, alors c'est Dieu qui a décidé du rôle de chacun, ils vont avoir comme rôle de porter tous les ustensiles saints, le Saint des Saints et les ustensiles, la partie la plus sainte. Et puis ensuite, les enfants de Gershon vont avoir pour rôle de porter toutes les tentures, d'accord? Donc tout ce qu'il y a autour. Et enfin, Merari va devoir porter les poutres et les supports. Qu'est-ce qui est plus classe? Le premier. Qui a décidé des rôles? Dieu. Merari, les commentateurs disent Merari, dans le mot Merari, il y a le mot maror, le maror, l'amertume. L'amertume de ne pas avoir le premier rôle. Quand on a l'année où on doit faire, je ne sais pas moi, la représentation au théâtre à l'école, et que chacun a envie d'avoir le premier rôle, et on n'a surtout pas envie d'être des figurants, comme c'est difficile de ne pas avoir le premier rôle. Et pourtant, chacun doit être précisément à sa place. De la même façon qu'il y a Cohen, qu'il y a Lévi et il y a Israël. Dans Lévi, il y a des familles avec des rôles différents. Il y en a qui vont porter ce qui est le plus saint, il y en a qui vont porter ce qui est autour et encore autour. Et bien, à l'intérieur, dans Israël, il y a des rôles différents. Dans cette famille, il y a des rôles différents. Et
Et dans quelques semaines, on va lire une paracha archi douloureuse, la paracha des disputes. C'est la paracha de Korach. Korach qui n'est pas content de sa place du tout, et qui pourtant est un descendant de Kehat. Et Kehat, c'est VIP, n'est-ce pas? Kehat, c'est ceux qui... Mais il n'est pas content. Comme quoi, on peut faire partie de la prestigieuse famille de Kehat et quand même ne pas être content. Et quand même trouver qu'on n'est pas à sa place, je pourrais être mieux. En fait, il y a un cousin qui a été nommé Nassi, et il pensait que lui, il était le plus apte à être Nassi, il ne sera pas content. On l'étudiera quand on arrivera à la paracha des disputes. Mais ici déjà, on nous pose les éléments de la place de chacun qui a été décidé. Et la seule façon pour que ça se passe bien, c'est que chacun joue son rôle et soit à sa place. Pourquoi ça, c'est ma place? Je ne sais pas. Eux, ils ne savent pas. Pourquoi certains ont été désignés pour porter ce qu'il y a de plus sain et d'autres? Il y a des rôles. Il y a des rôles en fonction des neshamot ou en fonction des talents ou en fonction des capacités. On ne sait pas vraiment pourquoi. Mais on n'est pas tous égaux. Ça, c'est une certitude. Et même si, en France, on dit liberté, égalité, fraternité, la Torah, elle est d'accord avec la liberté et la fraternité, mais l'égalité, elle n'existe pas dans la Torah. Il n'y a pas d'égalité. On va pas parler en termes d'égalité. D'abord, on ne parle pas en termes de droit dans la Torah, mais en termes de devoir. Il faut savoir. Donc, c'est déjà différent de réfléchir quels sont nos devoirs ou de réfléchir quels sont nos droits. La Torah réfléchit aux devoirs des individus. Et elle ne parle pas d'égalité. Et sachez que quand on a envie d'être égal, on ne l'est jamais. Et les parents qui ont cherché à être le plus égalitaire possible avec leurs enfants considèrent qu'ils n'ont pas été égalitaires. Parce que la notion d'égalité est une notion qui va à l'encontre de la notion de singularité. Je ne peux pas être ton égal puisque je suis différent de toi. Je sais que, par exemple, dans les fratries, je sais que ce qui symbolise le problème de place, à mon sens, dans la fratrie, en tout cas quand j'étais une jeune maman, et qu'on avait notre espace, et grâce à Dieu, tous les enfants, et les allées à l'école, les retours à l'école, il y avait des longues routes, et se cristallisaient les énervements de tous les enfants dans la voiture, alors sur le retour plus que sur l'allée, évidemment. C'était un bouillon, on aurait dit un bouchon de champagne prêt à exploser, la voiture. C'était les problèmes de place. Qui est assis où? En fait, il y a deux endroits où se cristallisent les nerfs des enfants. La place dans la voiture et devinez la place à table Shabbat, Aïwa. Qui est assis à côté de papa, qui est assis à côté de maman, qui est à côté de lui mais pas à côté de lui, mais c'est mon tour, mais c'est pas ton tour, mais j'ai l'habitude, mais la semaine dernière t'as dit. La place. Et sachez que les problèmes de place géographique sont l'expression d'un vrai, profond problème de place émotionnelle. Et c'est naturel de se positionner et de se poser la question de sa place. On ne peut pas faire l'économie. C'est vrai qu'il y a des personnes, on va dire un enfant qui est plus souple que des autres, plus malléable. Vous savez pourquoi il est plus souple en général, celui qui est souple dans la famille? C'est parce que juste avant lui, il y en a un qui est tellement insupportable qui se dit, je vais pas, maman, elle va se barrer, on n'aura plus de maman, c'est pas possible. Donc moi, je vais être cool, moi, je vais faire genre que, en général, c'est souvent le troisième. Souvent, le troisième, c'est l'enfant qui dit « Oubliez-moi, je ne demanderai à personne. Je me réveillerai dans 10 ans quand vous aurez fini de vous disputer, vous les autres. » C'est souvent comme ça. Donc, le problème de la place est un problème naturel. Et dès le début, la paracha vient et me dit « Voilà, il y a 3 familles et il y a des rôles distincts. Est-ce qu'il y a une égalité? Non. Est-ce que tu peux chercher l'égalité? Non. Est-ce que nous, parents, on doit être égalitaires avec nos enfants? Alors la Gemara vient et dit que c'est interdit pour un papa, elle apprend du problème qu'il y a eu entre Yosef et ses frères, c'est interdit pour un papa, pour une maman, de faire des différences entre ses enfants au niveau des cadeaux. Au niveau des cadeaux, c'est-à-dire, dans quoi on doit être égalitaire? Dans le quantitatif, dans ce qui est mesurable. Quand je peux mesurer, d'accord, un cadeau réel, concret, alors là, il faut être égalitaire. Je vais prendre des exemples un peu gros. Mettons des parents qui font des dons d'argent, d'accord? Parce qu'il faut faire je ne sais pas moi, par rapport aux lois, ils font, bref, des dons d'argent.
c'est mesurable, c'est précis, c'est une aide pour acheter un appartement. Là, c'est très important que ce soit égalitaire. Tout ce qui est mesurable. Par contre, si on croit, si on vit dans un fantasme que nous sommes les mêmes et qu'on va être égalitaire sur tout le reste, sur tout ce qui n'est pas mesurable, c'est faux. Et d'ailleurs, c'est faux de vouloir l'être. Pourquoi ? Parce que nos enfants n'ont pas les mêmes besoins au même moment. Parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont singuliers. Parce qu'il y a des enfants qui naissent avec des besoins plus importants que d'autres, émotionnels ou techniques ou relationnels, ou ils ont besoin de plus de sport ou d'être plus sociabilisés. Et donc, on va apporter un soin différent à ces enfants et on n'a pas à se justifier. On n'a pas à se justifier devant les autres enfants. « Ah maman, pourquoi tu l'as donné ?» En tant que parent, on est libre de dire à nos enfants qu'on considère qu'en ce moment, un tel a besoin. Maintenant, à nous aussi d'être intelligents et de pouvoir valoriser l'autre pour qu'il ne se sente pas mis de côté. Parce qu'il y aura toujours l'enfant qui va dire « Oui, ben, lui, il avait des problèmes à l'école ou il avait des difficultés d'apprentissage, donc vous n'avez fait que vous occuper de lui. » Donc à nous d'être intelligents et de pouvoir apporter à tous les... On va le développer bien sûr dans la suite du cours, mais sous prétexte qui sont différents, de ne pas faire des différences qui vont les laisser avec des cicatrices importantes. En fait, il faut être présent pour nos enfants dans les moments où ils ont besoin. Il faut être encore plus présent dans les moments où on sent un besoin encore plus important. Pendant que j'étais... Pardon. Pendant que j'étais au voyage là, avec les mamans, dont je reviens, ma fille qui est au séminaire a eu un problème avec son séminaire, peu importe. Le séminaire s'est très mal comporté, peu importe. Et vraiment, alors que j'étais mais on ne peut pas être plus occupée que ça, il a fallu vraiment que j'essaye de trouver du temps pour gérer, pour être à ses côtés, pour être présente. Et elle m'a fait, je crois, le plus beau compliment, parce que je suis une maman très absente et je m'en veux beaucoup. On est tout le temps en train de faire le vidouille. Et elle m'a dit, bon, en fait, finalement, quand il y a besoin, maman, t'es là. Waouh! Et je dis, ah, merci, tu peux répéter, s'il te plaît, ça me fait du bien. Donc en fait, ouais, je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie de nos enfants où c'est nécessaire. Et les autres doivent aussi comprendre que on va être encore plus présents à ce moment-là. Et ensuite, à nous, évidemment, de réussir à recréer un équilibre. Donc le premier thème, c'est le thème de 3 rôles différents dans 3 familles différentes qui font partie d'une même... le Beit, nous dit le texte, regardez, Beit, ah non, je vous ai pas mis le texte, pardon, Beit Avotam dans la maison de leur père. Donc, c'est une même famille. Regardez comment dit le texte, Alpi Hashem Pakadotam, c'est Dieu, c'est l'ordre de l'Éternel, on leur assigna, sous la direction de Moshe, Ish alavodato ve'al masao. Chacun avait son travail et ses objets à transporter, masao. Uvkudav, ainsi que ses préposés désignés par Hachem, par Moshe. C'est-à-dire, si tu te poses la question pourquoi je suis à cette place-là, il y a certaines choses qui ont été décidées par Dieu. Si tu te poses la question pourquoi je suis née dans cette famille, ouais, ça par exemple, en l'occurrence, Akadosh Baruch Hu a considéré qu'il fallait que tu naisses ici et dans cette famille. Vous savez que en discipline positive, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez un peu les principes qui sont intéressants, les principes de discipline positive, il y a un atelier très intéressant qui est fait dans lequel on fait un groupe avec les parents et on fait des groupes en fonction de celui qui a été l'aîné dans sa famille, celui qui a été le petit dernier et celui qui a été l'enfant du milieu, ou parmi les enfants du milieu. Et ils se réunissent ensemble et ils doivent noter sur une grande affiche les avantages et les inconvénients. Et c'est un exercice génial, parce qu'on voit qu'il y a un lien entre... C'est-à-dire qu'il y a un retour, tous ils expriment plus ou moins la même chose. Tous les aînés, quelle que soit la famille d'où ils viennent, expriment plus ou moins la même chose. Et les petits expriment plus ou moins la même chose, et ceux du milieu aussi. Ça va? Ouais. Il y en a qui ont chaud, il y en a qui ont froid. C'est compliqué, hein? Ah. Ok. Ben voilà. Enfin, l'été est là. Enfin. Tov. Ok. Alors, donc le rôle qu'on a entre ses aînés, ses milieux, ses petits, que chacun se sente important pour ce qu'il est, pour sa singularité. Et on va voir un petit peu comment on fait. Il y a une histoire très connue
concernant le fameux voyage d'Apollo sur la Lune en 69, ils étaient 3 astronautes à voyager sur la Lune et à y arriver. Et il y en a 2, il y a Armstrong, voilà. Alors, exactement. Alors, en fait, il y en a 2 qui ont pu poser les pieds sur la Lune. En fait, il y en a un qui est resté en orbite, Michael Collins, exactement, est resté en orbite autour de la Lune et avec un, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus du mot. Bref, ils sont partis avec un élément en plus. Ils sont allés se poser sur la Lune et ils ont posé les pieds. Et évidemment, au retour, la première question qui a été posée à Michael Collins, c'est quoi? Question sur sa frustration. Tu as fait tout ce voyage jusqu'à la Lune. Tu es là de la Lune, tu es à peine, et tu n'as pas mis les pieds sur la Lune. Comment tu te sens? Et sa réponse très connue, c'est qu'il n'a senti aucune frustration. Pourquoi? Parce que sans lui, aucun des 3 ne retourne sur Terre. Son rôle est tellement, tellement fondamental à ce moment-là. Il est tellement important, son rôle, que en fait, tout dépend de lui à ce moment-là. Et il est tellement investi de ce rôle-là, que, étant investi de ce rôle-là, il ne peut pas être frustré de ne pas avoir un autre rôle. Et c'est vraiment, vraiment, je pense que c'est un exemple très parlant. Parce que même si on ne va pas sur la Lune, on a des rôles qui sont différents. Et le début de la paracha vient et le positionne. Alpi Hachem Pakadotam, c'est Hachem qui a fixé. Des fois, tu n'as pas le rôle que tu as envie d'avoir. Et il va falloir que tu puisses vivre pleinement ton rôle à toi. Que tu sentes que ton rôle, c'est le rôle principal. C'est ton rôle principal. Et c'est comme ça que tu pourras sentir que tu es à ta place. Et il faut aussi savoir que des fois et souvent, on est jaloux. Et c'est assez naturel de celui qui a là le beau rôle. Le rôle principal. Le solo, celle qui a la ballerine principale dans le Lac des Cygnes, ou le solo d'accord, ou le premier rôle de la pièce de théâtre. On est jaloux. Et ce que nous informe également la paracha, c'est que avec un rôle important, il est toujours corrélé une responsabilité importante. Et que souvent, quand on est à l'extérieur, on regarde le rôle et on n'imagine pas la responsabilité ou la difficulté de ce qui va avec. Le texte dit comme ça. On va donner donc, pour porter le Mishkan, on va donner à chaque famille ce dont il a besoin pour faire ce transport. Et donc, on a donné 2 voitures, 2 chariots et 4 taureaux aux enfants de Gershon par rapport à leurs tâches. Vous vous souvenez, c'était les tentures. On a donné 4 chariots et 8 autres taureaux. On les a donnés aux enfants de Merari par rapport à leurs tâches. Eux, c'était des poutres, c'était des supports, donc il faut davantage. Ou l'ivne Kehat qui a le rôle principal de porter le Saint des Saints. L'Onatan, on n'a donné aucun chariot. Pourquoi? Ki avodat hakodesh alehem. Parce que eux, ils portent un travail, un service saint. Bakatef Isaou, c'est avec l'épaule qu'il la porte. Gardez toujours en mémoire ce verset. Avodat Kodesh Alehem. Quelqu'un qui a un travail, qui a un rôle, qui est important, qui a énormément de contenu, d'accord ? Qui a beaucoup de responsabilités. Ce rôle-là, tu ne peux pas le porter avec une charrette et des bœufs. Tu vas devoir t'investir personnellement. Regardez comment dit Rav Hirsch, c'est le saint qui est l'expression du rôle qui nous incombe. Nous devons y investir toute notre volonté et l'essence de nos forces, et c'est pour ça qu'il le porte avec l'épaule. C'est plus difficile de porter avec l'épaule. Pourquoi ? Parce qu'on te demande un investissement total quand tu as un rôle qui est tellement sain. De l'extérieur, on dit « Waouh, il a le beau rôle !» Et de l'intérieur, quand on est dedans, eh bien, en réalité, on a un rôle qui est le rôle d'une responsabilité énorme. Énorme, et tu dois investir infiniment. C'est beaucoup plus facile de mettre des poutres sur une charrette que de porter avec l'épaule ce qui est sain.
sachez que si vous savez que vous sentez qu'une charge est lourde pour vous, plus elle est lourde, plus elle est Kodesh. C'est simple. Plus c'est lourd, plus c'est Kodesh. Quand c'est léger à porter, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Quand c'est lourd à porter, c'est pour ça que notre couple est lourd à porter et que nos enfants sont lourds à porter. C'est les deux domaines les plus sains de notre vie. C'est ce qu'il y a de plus lourd à porter. Et pourquoi? Parce qu'on le porte avec l'épaule. Et ça me fait penser, quand j'étais à Deauville là, pour Shavuot, j'ai partagé un repas avec des personnes du Bet Rabad. Et ils ont dit oui, alors il y avait plein de monde au cours, grâce à Dieu et tout. Et on a échangé gentiment en disant waouh, c'est super, c'est le succès. Et là, je regarde et je dis attendez, de l'extérieur, vous voyez du succès, vous ne savez pas ce que c'est de l'intérieur. Vous imaginez pas ce que c'est de l'intérieur. Vous imaginez pas le poids que c'est d'avoir un portable toute la journée qui sonne, d'avoir des personnes qui ont des demandes extrêmement importantes, de devoir écrire un cours et qu'il faut que ce cours soit pertinent, de devoir répondre de façon le plus juste possible aux différentes demandes. Le poids, Baruch Hashem, je ne me plains pas parce que les choses se sont faites comme ça et qu'il s'avère que je donne des cours de Torah et je suis heureuse de le faire. Et combien de fois je dis ça y est, j'arrête, j'en peux plus. Et donc je leur ai raconté aussi tout ce que j'ai eu à subir comme beaucoup de choses, beaucoup de choses à subir. C'est hyper lourd. Je sens vraiment Bakatef Issaou, je sens que c'est un poids sur les épaules. Et c'est intéressant de voir que de l'extérieur, on a l'impression que c'est waouh, c'est cool, c'est bien. Il y a des rôles qu'il ne faut pas espérer avoir. Des fois, c'est comme ça. Kadosh Baruch Hu nous envoie des responsabilités, mais faut prier toujours. Il faut que nous prions tous pour être à la hauteur de la responsabilité de nos enfants, de nos époux, de notre foyer et de ce qu'on fait. Et de tout ce qu'on fait et qu'on sent qui est lourd à porter. Ok. Quel est le deuxième domaine le plus lourd à porter? Pas le deuxième, je crois que c'est le premier en réalité, mais le deuxième dans la paracha. Le couple. Le couple s'appelle Nisuin. Nisuin parce qu'on est distingué pour notre conjoint, mais c'est un poids. C'est un poids, c'est une contrainte. Quelqu'un qui se marie et qui dit « je vais avoir des avantages et aucun inconvénient », il a strictement, et immature, a rien compris à ce que c'est que le mariage. C'est là où on peut arriver le plus haut, mais c'est là où il y a un poids énorme. On est dans une paracha qui nous développe le principe là, sous la forme la plus, je dirais, la plus maximale, la plus excessive, d'accord, du couple, en présentant le cas le plus grave, le cas d'une femme infidèle, ok, qui s'appelle le cas de la femme sota. Soupçonnée, merci, qui est soupçonnée. Et on est déjà dans un cas vraiment difficile, extrêmement difficile, où il y a une procédure qui est hyper lourde et hyper extrêmement avilissante, humiliante, exactement. En fait, je vais le dire directement. On est dans une situation aujourd'hui, d'accord, moi qui suis thérapeute et formatrice de mariés, on est dans une situation catastrophique au niveau des couples. Voilà, c'est dit, c'est posé, ok? Sans aller jusqu'à ce cas de la Torah. Toujours la Torah, quand elle veut parler d'un sujet, là elle parle du sujet du couple, elle nous présente toujours le cas maximal. Comme je vous l'ai souvent expliqué, Yosef est vendu par ses frères. Ok, Baruch Hashem, nos enfants ne sont pas vendus par leurs frères, mais ça chauffe dans la fratrie, d'accord? Donc la Torah me présente le cas le plus grave. D'ailleurs, on nous présente la femme soupçonnée, mais le cas est tout à fait symétrique, d'accord? Ce qui se passe pour cette femme se passe exactement en symétrie pour l'homme infidèle, d'accord? D'où vient la catastrophe actuelle à mon sens, une grande part de la catastrophe actuelle des couples. On refuse d'être à sa place dans le couple. C'est quoi sa place? Est-ce que la société va m'assigner une place? Tu dois être à telle place. Et alors, bonjour le wokisme, la place de l'homme, la place de la femme, non. Vous me connaissez, je ne vais pas parler dans ces termes-là. Mais pour autant, un couple
c'est deux places différentes, c'est ça que je veux dire. Et le fait qu'on ait voulu créer des couples, je vais dire, égalitaires, c'est-à-dire en réfléchissant en fonction de la place masculine, il va falloir que la femme soit à la place masculine. Si elle est à la place masculine, ça va. C'est un non-sens. C'est un non-sens exactement comme c'est un non-sens, tout à l'heure je disais, où nos enfants, il n'y a pas d'égalité. Ils sont différents. Et dans un couple, nous sommes différents. Et c'est bon la différence. C'est fertile la différence. Pourquoi je vous dis qu'il me semble qu'un élément majeur du drame actuel des couples, c'est le problème de cette volonté d'être à une place égalitaire. En fait, quand on choisit notre place, alors je ne dis pas effectivement, il y a eu la révolution féminine et elle était nécessaire de travailler, d'avoir accès, d'avoir un compte en banque, etc., etc. Je ne parle pas de tout ça, évidemment. Je parle aujourd'hui, ça y est, on est dans l'ère postmoderne, c'est fait, c'est acté. On va me dire, d'aucuns diront que oui, non, mais on n'a pas exactement les mêmes salaires. Ok, c'est vrai qu'on doit avoir les mêmes salaires pour le même travail. Ok, c'est pas de ça que je parle. Ce que je dis, c'est qu'à l'intérieur du couple, si on réfléchit en termes égalitaires, alors en fait, par exemple, une femme va dire « je choisis ma place relativement à l'homme ». Mais alors en fait, ce que tu as envie d'être, tu as envie d'être un presque-homme. En fait, tu n'as pas envie d'être toi. Tu n'as pas envie d'être épanoui en tant que toi. Et si ça m'épanouit, moi, d'allaiter mon bébé et de prendre un congé maternité pendant 3 ans, la brioute. Si je suis bien comme ça. Non, il faut réussir, être à la même place, être au même niveau. Et la société ultra masculine occidentale pousse les femmes à ça. Et inversement, qu'est-ce que j'ai lu, je crois hier, des fois, quand vraiment, il faut vraiment que j'ai rien à faire, j'avais pas rien à faire, mais dans la route, Deauville, Paris, machin, je regarde pourquoi pour prendre la température de la communauté, je regarde des groupes Facebook où il y a beaucoup des groupes féminins, d'accord, je ne sais plus comment ils s'appellent, bref. Et c'est très instructif pour prendre la température. C'est un vrai baromètre. Et je tombe sur un post, mais ce n'est pas la première fois que je vois ça. Très souvent, je vois sous plusieurs formes ce genre de post. Qu'en pensez-vous? Alors, déjà, j'adore quand on demande à Facebook qu'en pensez-vous, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas le sujet. Le sujet était le suivant. Qu'en pensez-vous? Je suis mariée depuis 1 an. Et pour les vacances à venir, mon mari dit on met chacun autant pour les vacances. À part égale. Il n'y a pas de raison que je paye plus que toi. Quand je lis ça, je vous jure, je suis très effrayée. Extrêmement effrayée. Mais sous cette forme ou sous plein d'autres formes. On a les comptes séparés. Toi, tu payes ça, moi, je paye ça. Et après, il y a les comptes. Qui a payé plus? On est vraiment, je vous dis sincèrement, dans le contraire absolu de la vision juive du mariage. Le contraire absolu. Dans la vision juive du mariage, un homme donne une ketouba et un homme s'engage dans la ketouba. C'est lui qui s'engage, c'est pas la femme qui s'engage. Et il s'engage à quoi? Il s'engage à nourrir, à vêtir et à combler au niveau, à chérir sa femme. Il s'engage. Ah, et elle ne doit pas s'engager à donner sa part? Non, non. Ah, mais pourquoi? Au nom de l'égalité? Parce que nous ne sommes pas les mêmes et que c'est un non-sens de penser que nous sommes les mêmes. Et je sais que je ne suis pas féministe et que je ne suis pas wokiste quand je dis ça, mais m'en contrefiche, en fait. Parce que je vois à quel point ça crée des souffrances. Alors évidemment, la réaction masculine, ça a été de dire, puisque nous sommes égaux dans tout, donc toi tu vas passer l'aspirateur le lundi et moi je vais le passer le mardi, toi tu fais la vaisselle tel jour et moi tel jour, mais en fait on est dans quelque chose qui a absolument aucun sens. Alors c'est quoi la place de l'un et de l'autre? Comment est-ce que, alors est-ce que ça serait très prétentieux que de dire que là, dans ce cours-là, je vais régler le problème de place dans le couple à l'ère postmoderne, mais des éléments de réflexion, puisqu'on est dans cette paracha, des éléments de réflexion. Juste pour appuyer ce que je viens de dire, j'ai oublié de vous citer, le Maharsha dans la Gemara dit, le mot ish, homme, a comme valeur numérique 311, alors que la valeur numérique du mot isha, la femme, est de 306, et donc peut s'appliquer le verset Matzah Isha, Matzah Tov. C'est un verset du roi Salomon qui dit celui qui a trouvé Isha, une femme, Matzah Tov, il a trouvé ce
qu'il y a de mieux dans le tov. Le tov, c'est le bien absolu. D'accord? Mais si elle se considère comme Haïcha, la femme, et donc du coup on rajoute un He, donc on rajoute 5. Donc du coup la valeur numérique du mot Haïcha c'est 311. Ça veut dire que c'est la même valeur numérique que Ish. Donc elle veut se placer à égalité. Le verset qui va s'appliquer c'est Motse Ani Haïcha Marmiavet. Marmiavet, j'ai trouvé la femme plus amère que la mort, et c'est toujours le roi Salomon. Quelle différence entre l'un et l'autre, dit le Maharsha, c'est qu'une fois tu t'appelles Isha et une fois Haïcha. Haïcha, sous-entendu, je veux être exactement au même niveau. Je veux être exactement, je m'excuse, mais je vais être exactement au même niveau. Donc, c'est un commentaire du Maharsha pour exprimer. Alors, c'est quoi ces deux versets? Il y a plein d'explications. Dans les cours sur les calottes, j'explique en long et en large c'est quoi Matzah Isha, Matzah Tov, Motse Ani. Mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus maintenant. Ce que je veux dire, c'est que vouloir chercher à être égal, c'est un non-sens. C'est un non-sens parce qu'on ne peut pas s'épanouir dans notre singularité. Parce qu'on se force à être ce qu'on n'est pas en réalité. Et quelle est la place. Alors, oui, pardon, juste avant d'essayer de donner des éléments de réflexion sur la place. Quand la Torah va me parler de ce problématique-là, cette problématique de la femme sota, il y a écrit comme ça, Ish kitiste ishto, pardon. Tout homme, lorsque sa femme va dévier, Rashi nous dit, que vient-il d'être écrit juste avant la sota? Il y avait écrit, le sujet juste avant, Ish et kotchav lo iyu. Un homme, tout homme, ses saintetés seront à lui. De quoi on parle? On parle du maaser qu'on donne au Kohen. Il a son maaser et il va devoir, c'est à lui, et il va devoir aller les apporter lui-même au Kohen. D'accord? Pourquoi ce sujet est juste avant? Demande Rashi. Pourquoi la juxtaposition des deux sujets? Rashi répond, si tu gardes par-devers toi les dons alors que tu aurais dû les donner au Kohen, par ta vie, tu devras de toute façon te présenter devant lui, mais pas pour une bonne raison que tu amènes ton maaser, pour lui amener une femme qui est soupçonnée d'infidélité. Qu'est-ce qu'est en train de dire Rashi ici en filigrane? Il est en train de nous parler, la Torah nous dit de façon hyper subtile, que dans un couple, nous sommes différents. Et que le principe, le moteur masculin, c'est quoi? C'est le don. C'est le don. Je vous ai déjà expliqué que le masculin est comparé à une flèche et que le féminin dans la Kabbale est comparé à un cercle. C'est quoi le moteur de la flèche? C'est la conquête, c'est l'aboutissement, c'est le mouvement, c'est aller en avant. C'est pourvoyer. Non, j'ai mal dit. Pourvoir, pardon, je dis n'importe quoi. C'est pourvoir, d'accord? C'est être dans le don. Donc, le principe masculin, un homme s'épanouit profondément, intrinsèquement au niveau de la neshama masculine, à travers le fait de pouvoir être un donneur. Ah, alors pourquoi le type là-bas il dit c'est toi qui payes ta part? Parce qu'on est tous devenus cinglés. Tout simplement. Parce qu'à force de parler en termes d'égalité, alors moi il faut que je te réponde en termes d'égalité. Je pense que c'est pour ça. Mais la structure profonde masculine, c'est être dans le don. C'est pouvoir être dans la profusion, dans l'effusion, d'accord? Le principe féminin, le moteur féminin, c'est quoi le cercle? Le cercle, c'est l'inclusion, c'est le partage, c'est l'ensemble, d'accord? C'est-à-dire que la femme va beaucoup plus se soucier du quoi, d'accord? Plutôt que de se soucier du combien, d'accord? Les hommes vont beaucoup parler en termes de combien. Combien de mètres carrés, combien d'euros, combien de contrats, combien. Ils aiment bien répondre à la question de combien. La femme, elle n'aime pas répondre à la question de combien. Elle aime répondre à la question quoi. Quoi. Au niveau qualitatif, pas quantitatif. Ok. Donc, et à ce propos, je pense que le quantitatif, puisqu'on se pose la question de la place des uns et des autres, je pense que le quantitatif doit toujours être commun dans un couple. Comme je vous ai dit tout à l'heure pour les enfants, le quantitatif, on donne autant. Là aussi, ne confondons pas le quantitatif et le qualitatif. Le quantitatif dans un couple, il est égal, il est commun.
la même chambre à coucher, le même appartement, le même compte en banque, ça me paraît évident, le même, tout. On a tout pareil. Par contre, c'est dans le qualitatif qu'on doit être capable de trouver sa place. Comment on trouve sa place? On la cherche. Chaque couple trouve sa place et c'est un équilibre instable. Dans chaque couple, il est différent. C'est pour ça que jamais, je dirais, la place de la femme, c'est, la place de l'homme, c'est. D'accord? Jamais, jamais. Il y a des femmes qui sont épanouies en restant chez elles, la brioute. La brioute, c'est génial. Il y a des femmes qui ne peuvent pas rester chez elles, la brioute. Et elles doivent être soutenues par leur époux. Il n'y a pas de règle, en fait. C'est-à-dire qu'il faut juste trouver sa place par rapport à l'autre et pas en fonction de l'autre, en étant égal. Pas du tout. C'est un équilibre instable qu'on trouve à deux. Je sais que voilà, chez moi, mon mari n'a jamais touché à la cuisine. Les papilles gustatives, c'est pas son truc. Alors que j'ai des frères qui sont de fins cuisiniers, pas du tout. Mais par contre, ce qu'il adore faire, c'est faire tourner le linge, être efficace sur les machines, les vaisselles. Alors, la vaisselle, c'est son truc. Il adore faire la vaisselle, il adore faire le linge. La brioute. En fait, comment on choisit sa place? En fonction, l'un et l'autre, en fonction de... Là, je parle pas d'une place qualitative, là, je parle des techniques, mais c'est des vrais sujets. La technique dans une famille, c'est un vrai sujet. Comment? En fonction de chacun, là où il est à l'aise. Et ce qu'il aime. Et en fonction de la volonté de faire plaisir à l'autre. Ça t'aime pas, ça t'aime. Les poubelles, pourquoi c'est toujours les hommes? Je sais pas, c'est comme ça. Les poubelles, c'est les hommes qui les descendent. Les courses aussi, c'est souvent eux. Alors pourquoi? Enfin, je sais pas, je parle pour moi. Moi, mon mari adore faire les courses. Je pense que c'est la volonté de remplir la maison. Il y a quelque chose de très satisfaisant dans le fait de venir et de remplir une maison d'éléments. Est-ce que, je me rappelle toujours, je me rappellerai du regard de cet élève qui a passé un Shabbat plein chez moi. Souvent, on fait des Shabbats à 30 jeunes filles et qui passe un Shabbat à la maison. Et bon, on a mis du plastique, mais les plats, c'était des plats en alu de la maison. Et donc, on a débarrassé. Et mon mari, automatique, il s'est mis à la vaisselle. Et là, j'ai une petite élève, sûrement d'origine marocaine, qui regarde comme ça et qui dit, elle me demande, ça ne te gêne pas? Je regarde s'il y a un problème dans le sol, qu'est-ce qui doit me gêner? Ton mari, là, qui fait la vaisselle, qu'est-ce qui doit me gêner? Je pourrais pas. Je dis, Baruch Hashem qu'il y a des femmes comme toi, parce qu'il y a des hommes qui rêvent d'une femme comme toi, qui en rêvent. Heureusement qu'on a ça. Il n'y a pas de vérité absolue. Et il faut qu'on arrête de penser qu'il y a une vérité absolue et que certains sont assignés dans tel rôle et d'autres dans... Par contre, l'un et l'autre on doit pouvoir se considérer l'un l'autre comme étant nasso, c'est-à-dire distincts, comme ayant des volontés distinctes et tenir compte de la volonté distincte de l'autre et agir comme des adultes en s'adaptant en fonction de qui on est. Il y en a qui sont plus du soir, il y en a qui sont plus du matin, il y en a qui peuvent plus facilement se lever la nuit, il y en a qui n'y arrivent pas, il y en a qui... Voilà, en fonction de tout ça, de tout ce que nos talents, nos limites, tout ce qu'on est, eh bien on s'adapte. Ok. Oui, je me suis notée. On m'a déjà posé cette question quand je faisais le cours des mariés. Et une femme qui gagne plus que son mari, est-ce que c'est un problème? À mon avis, pas du tout. À mon avis, à quelles conditions? Et pareil, là aussi, on dirait que non, il faut toujours que ce soit dans un... Je pense même qu'à l'époque de la Bible, une fille qui venait d'une famille extrêmement aisée et qui était qui s'était mariée avec un homme, elle avait avec elle, à son actif, une possibilité d'avoir plus de moyens. Est-ce que c'est un problème? Pas du tout. À quelles conditions? À condition qu'elle tienne compte en permanence de son mari dans ses choix et dans ses achats. Ah, mais c'est elle qui gagne, on s'en fiche. Dans ce sens-là aussi. Et je vous le dis, sincèrement, mon mari était avraire pendant 10 ans, donc autant vous dire que j'ai vécu cette situation. À aucun moment, la question n'est pas qui gagne l'argent. C'est pas du tout ça la question. À aucun moment, il faut se considérer comme étant le maître de ce qu'on possède. On possède ensemble et on réfléchit ensemble à ce qu'on fait ensemble. Et c'est vraiment, vraiment, réellement ça le principe de la place que l'on cherche à occuper. Ok, j'ai pas réussi à tout dire. Évidemment. Une autre place, très importante. La place du spirituel dans notre vie. Juste après la femme sota, on nous parle de quoi?
On nous parle d'une personne qui fait un vœu pour être nazir. En 2 mots, le nazir, soit qui se sent trop dominé par ses pulsions, soit qui ne se sent pas authentique. Il fait un vœu et c'est comme une retraite spirituelle. Mais ce n'est pas une retraite en fait, parce qu'il continue à être... il ne va pas loin, d'accord? Il continue à être là, mais il ne touche pas à tout ce qui sort de la vigne et il se laisse pousser les cheveux, donc il ne fait pas attention à son apparence. C'est ça que ça veut dire. Et tout cela, pourquoi? Pour s'accorder un temps de vie dans lequel il va s'investir davantage dans sa propre spiritualité. En fait, c'est une personne qui se sent un petit peu léger spirituellement et qui décide d'aller à un cours le lundi soir pour donner un peu de pep spirituel à sa semaine, pour avoir des perspectives, pour réfléchir, pour trouver sa place. Pour trouver sa place. Et donc, le texte nous dit que cette personne, en fait, quelle est sa question, c'est ça. C'est qu'il ne se sent pas épanoui et que sa part spirituelle n'est pas totale et qu'il sent qu'il s'investit peut-être beaucoup trop dans le matériel, et ça nous arrive à tous. Pourquoi il ne boit pas de vin? En 2 mots. Le vin, c'est un vrai raccourci pour ne plus sentir le corps et le poids de la vie. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Le vin, quand on devient saoul, c'est le premier raccourci si tu n'as pas envie de sentir un poids. Le poids de ton être vivant. Et donc, en fait, ici, on te dit non, pas de raccourci. Pour accéder à de la spiritualité, il y a un vrai travail à faire. Tu dois faire le travail de la spiritualité, tu dois aller à des cours de Torah, tu dois réfléchir, tu dois te casser la tête là-dessus, tu dois te remettre en question. Il y a un vrai travail. Trouver sa place, c'est aussi trouver sa place dans le domaine spirituel. Est-ce que je m'épanouis spirituellement? Est-ce que j'avance? Est-ce que je me sens légitime? Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que je sens que je me développe? Lors du voyage au Momentum, j'ai été très émue. On a toutes été très émus. Il y a vendredi soir une dame qui a pris, il y a plusieurs dames, c'était merveilleux, qui ont pris la parole, et une d'entre elles de Genève qui a raconté comment elle a grandi dans un kibboutz très laïque, un kibboutz où on élevait du porc, Rachmana Litzlan, et qu'à l'âge de 20 ans, elle est partie en Suisse et qu'elle a épousé un non-juif, qu'elle a eu des enfants, qu'elle est en couple avec cet homme, et que dans sa bibliothèque, un jour, son fils lui a demandé ce que c'était un sidour, et elle a dit le seul livre juif que j'ai dans ma bibliothèque, c'est le Tanakh que j'ai reçu à l'armée, quand j'étais officier à l'armée, et que lors du voyage, elle a reçu un sidour avec son nom. Et avec émotion, elle a dit, c'est le premier sidour de ma vie. Et pour la première fois, je me sens légitime, j'ai une place. J'ai une place dans la prière. J'ai le droit de prier. On est venu et on m'a dit, c'est ton sidour. Tu sais que tu as le droit de prier et tu peux prier. Et tu as une place là-haut qui est que pour toi pour prier. C'est bouleversant de voir une personne découvrir sa place spirituelle. C'est littéralement bouleversant, et on a découvert beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes qui ont découvert leur place au sein de la communauté, leur place au sein d'Israël. Ok. La suite de la paracha, c'est, vous vous souvenez, nos 12 princes qui amènent 12 fois la même offrande, qui est répétée 12 fois dans la Torah de façon identique. La Torah qui fait attention, qui pour nous dire de ne pas mélanger le lait et la viande, vous avez vu comment elle s'y prend. C'est l'agneau dans le lait de sa mère, ne pas cuire, qu'elle répète 3 fois et que tu comprends que. Vous avez vu comme la Torah est concise. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? On a un chapitre comme ça des Nessiim sur les princes des tribus. Un chapitre énorme. Et la Torah se répète. Pourquoi? Regardez. Alors, Vayakrivun Nessié Israël. Les princes d'Israël ont apporté Roché Bet Avot. Ils sont les chefs des familles paternelles et ils ont fait des offrandes. Hem Nessia Matot. Ce sont les chefs des tribus. Ok. Que dit Ramban Nachmanide? Il n'a pas voulu honorer Hachem n'a pas voulu honorer uniquement le premier. Il aurait pu dire, telle fut l'offrande de Nachshon ben Aminadav, c'est le premier des princes. Voilà, et on te détaille, il a apporté tant de bœufs, des cuillères en argent, il y a toute une liste de l'offrande. Et ensuite, on aurait pu nous dire, et tous les autres princes ont chacun offert la même chose. Car cela aurait été un raccourci de l'honneur des autres princes. Aussi ensuite, il répéta afin de signifier qu'ils étaient tous équivalents devant Dieu. Qu'est-ce qu'on est en train de dire?
On a dit depuis le début du cours qu'il n'y a pas d'égalité, il n'y a que de la différence et que la différence est bonne. Et tout d'un coup, dans ce cours qui me dit qu'il n'y a pas d'égalité et que je dois trouver ma place, on me répète quelque chose d'égal 12 fois. Pour me dire quoi? Pour me dire quoi? Qu'ils sont tous importants. Et la deuxième explication de Ramban, c'est qu'ils avaient tous une intention différente dans ce qu'ils ont apporté. C'est-à-dire, encore une fois, il n'y a pas le choix que dans ce qui est quantitatif, que de donner de l'égalité. Mais le fait que la Torah, qui est d'habitude très concise, l'écrit 12 fois, c'est pour me dire quoi? Ne crois pas que quand il y a une égalité, ils sont égaux. Parce que s'ils étaient égaux, on aurait dit, ils ont tous donné la même chose, ils sont différents. Toi, tu vois de l'égalité? Ils sont tous différents. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, la Torah? Elle est en train de me dire que devant Akadosh Baruch Hu, la seule chose qui prime, c'est notre singularité. C'est le fait que nous sommes différents et qu'on doit chacun dévoiler, développer notre talent de façon différente. Elle est en train de me rassurer, la Torah, sur les apparentes égalités. Tu as l'impression que tu es un parmi tous? Tu as l'impression que tu es comme tout le monde, mais tu es différente, regarde. Même eux qui avaient l'impression d'être un parmi 12 qui a amené la même chose, Hachem est venu et a pris de la place dans le Sefer Torah pour parler de lui. C'est bien qu'il est différent. Il n'est pas égal. Ok. Rashi nous rapporte, extrêmement important, tu veux savoir comment ça se fait qu'ils sont devenus Nassi? Nassi du mot Nasso. C'est pour vérifier si vous suivez. Nassi du mot Nasso, n'est-ce pas? Le prince est celui qui a été distingué. Et là aussi, tu peux dire, oh, la chance, c'est un prince. J'ai envie d'être vizir à la place du vizir. Moi aussi. C'est qui? C'est Isnogout, c'est ça? Ouais. Moi aussi, j'ai envie d'être vizir. Moi aussi, j'ai envie d'être le prince. Rachid, tout de suite, il nous remet au clair. Tu sais, c'est qui le prince de chaque tribu? Comment quelqu'un était nommé prince d'une tribu? Très simple. Ils étaient les princes des tribus. Ils avaient été leurs surveillants en Égypte et ils avaient été frappés à cause d'eux. Comme il est écrit, ils furent frappés les policiers des fils d'Israël pendant qu'ils étaient asservis en Égypte. Exactement comme ils marchaient même les nazis qui prenaient des juifs pour être capots. Vous le savez. Et que c'était eux qui prenaient pour... Ok. Les responsables de chaque tribu étaient leurs chefs pendant l'esclavage. Et quand la quantité de ciment, de bitume n'avait pas été faite, qui prenait les coups de fouet? Lui, le responsable. Il acceptait? Apparemment. C'est-à-dire qu'il prenait la douleur des autres, encore une fois. De l'extérieur, tu vois le Nassi, tu dis, waouh, Kate, vraiment, elle est belle la vie de Kate. J'ai bien envie aussi. De l'extérieur, tu vois un rôle et tu dis, mais moi aussi j'ai envie d'être le rabbin, le président de la communauté, le PDG de l'entreprise, le chef de cette famille. J'ai aussi envie. Tu n'imagines pas que pour accéder, pour avoir une responsabilité, il faut quoi? Il faut avoir été capable de porter la souffrance de tout le monde. Si tu as su porter la souffrance, tu as su être là pour eux, tu as su prendre des coups à leur place, alors c'est bon, tu es légitime. Regardez comment en tant que maman, c'est évident pour nous. Regardez comment on devient des lionnes si quelqu'un doit, chasvé shalom, s'approche de nos enfants. On vient et on est là et on fait rempart. Immédiatement, tu ne toucheras pas. Et c'est ce qui fait la légitimité de la maman. Et c'est ce qui fait qu'un enfant va toujours dire « Maman, c'est maman qui va m'aider. Comment tu es sûre que maman elle va t'aider ?» Maman, elle va prendre. C'est obligé. On raconte sur... très belle histoire. Rabbi Lévi Yitzhak de Berdichev, on raconte à son propos que la veille de Kippour, il prenait un pidyon nefesh, il prenait un rachat pour prier pour toutes les personnes, pour qu'aucun malheur ne leur arrive. Et juste avant Kippour arrive une maman avec un bébé, qui est veuve, et qui n'a pas, normalement c'est 3 roubles, et elle a 3 roubles, c'est 3 roubles par personne, elle a 3 roubles pour les deux. Et elle écrit 2 noms sur le papier. Et Rav Lévi Yitzhak lui dit, c'est 6 roubles, il y a 2 noms, pour que je prie pour vous deux, il faut, à travers la tzedaka va retirer le décret. Et elle dit, mais j'ai pas, même ça j'ai emprunté, j'ai pas. Et en larmes, elle dit, écoute, elle efface son nom, et elle dit, alors priez pour mon fils, moi c'est pas grave. Et Rabbi Lévi Yitzhak dit, voilà, toute la journée j'ai attendu que vienne une femme comme ça, pour prier, pour demander à Hachem de faire pareil. De la même façon que toi tu t'annules, tu fais rempart à ton enfant,
que Hachem, qui est notre Père aussi, qui fasse rempart et que s'il y a le moindre mauvais décret, qu'il puisse annuler et dire « Non, non, c'est mes enfants, je me mets devant, que rien de mal ne leur arrive ». C'est vraiment le principe de la maman, le principe féminin. Ok. C'est ça qui fait de Anassi. Comment on fait pour trouver sa place? On a compris qu'il n'y a pas d'égalité, on a compris que la différence est bonne. On a compris que trouver sa place, c'est un équilibre instable, que ce soit dans ma fratrie, que ce soit dans mon couple. Je suis en train de donner de la place à l'autre, d'apprendre à donner, d'apprendre à recevoir. Vous savez que recevoir, ça s'apprend aussi. C'est pas juste recevoir, on apprend à recevoir. Comment on reçoit pleinement? En valorisant ce qu'on a reçu, en disant « j'ai reçu ». D'accord? Sinon, ça ne s'appelle pas recevoir. En disant « je sens que j'ai reçu ». Donc, en donnant de la force au donneur, vous comprenez? Ouais, c'est ça. En le reconnaissant, en reconnaissant ce qui a été donné. Au centre de notre paracha, c'est le clou pour moi. Au centre de notre paracha, on a la formule magique de la place. Birkat HaKohanim. La Birkat HaKohanim, qui est faite dans toutes les synagogues par les Kohanim et qu'on fait à nos enfants et qu'on peut se faire les unes les autres librement, sentez-vous libre, c'est une vraie force qu'on a, Birkat Kohanim. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est écrite en 3 parties, qu'on connaît bien. Et ces 3 parties, c'est la formule de la place. C'est quoi? Yevarechecha Hashem veishmerecha, qu'Hashem te bénisse et te protège. C'est quoi? C'est quoi la bracha? C'est souhaiter à l'autre. La bracha, c'est le coefficient multiplicateur. C'est souhaiter à l'autre d'être épanoui. J'apprends plus, je fais plus. Donc, je me développe, je m'épanouis. Je ne stagne pas. Premier élément, d'être épanoui. Le deuxième élément, Ya'er Hashem panavelecha, qu'Hashem fasse rayonner sa face sur toi, donc qu'il y ait du or sur ton visage. C'est quoi le or? Le or, c'est l'expression, la lumière, c'est la lumière originelle. C'est l'expression de la singularité. Okay? Le or que chacun a sur son visage, c'est la singularité absolue de chacun. Ya'er Hashem. On est en train de dire à l'autre que tu sois unique, que tu te sentes unique et que tu exprimes ton unicité. Hachem va envoyer le reflet de son or sur toi. Donc tu vas pouvoir être quelqu'un d'unique. On dit que pourquoi nos visages sont différents? Pour exprimer la différence qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est quand même incroyable que tous les visages sont différents. C'est quand même fou d'avoir réussi à nous dessiner pareil, différents. Les textes, les Chachamim disent, la seule et unique raison pour laquelle il se prend tellement de mal de dessiner des traits différents, c'est pourquoi? C'est pour qu'on ne croit pas à l'égalité. Pour qu'on comprenne qu'il y a une unicité absolue chez chacun, une singularité absolue. Deuxième élément pour trouver sa place, développe ta singularité. Et le troisième élément, Issa Hashem panavelecha, encore une fois, du radical, Nasso, Issa Hashem panavelecha, qu'Hashem dirige son regard vers toi et t'accorde la paix. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi Issa? Qu'il te distingue. C'est-à-dire non seulement tu vas t'épanouir, tu vas pouvoir développer ta singularité, mais en plus cette singularité va être reconnue. Tu es considéré, tu es distingué. Et comme tu es distingué, alors tu auras, c'est quoi la fin de la bracha? Shalom, la paix. La paix, c'est quand on a trouvé sa place. Et il faut vraiment, quand on fait cette bénédiction à nos enfants, c'est ça qu'on doit avoir en tête, que chacun trouve sa place. Dans la fratrie, professionnellement, dans leur épouse et époux respectifs, effectivement. Vous avez compris la formule pour trouver sa place? Si vous vous posez la question, est-ce que je suis à ma place au travail? Est-ce que je me sens épanouie? Est-ce que je suis à ma place dans mon couple? Est-ce que je suis à ma place dans ma fratrie? Quel que soit notre âge. Premier élément, est-ce que je m'épanouis? Est-ce que je peux m'exprimer? La bracha, je m'exprime librement. Deuxièmement, est-ce que ma singularité, est-ce que je suis pareil qu'eux? Est-ce que je suis comparée à? Est-ce que c'est en fonction de ma grande sœur et de ma petite sœur que je décide qui je suis? Ou est-ce que je suis dans l'absolu? D'accord? Comme moi, pas par rapport à. Pas comme elle fait, alors je dois faire. Ou comme, pareil pour nos enfants. Hein. Et est-ce que il y a une distinction qui est faite? Issa.
est-ce que je suis valorisée? Je vais le dire comme ça. Dans le couple, je prends juste l'exemple du couple pour finir. Vous allez voir à quel point c'est pertinent. La bracha. Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que je m'exprime librement dans mon couple? Je me développe? Ok. Deuxième élément, est-ce que je suis différente? Est-ce que ce que je suis est remarqué par l'autre? C'est-à-dire que, est-ce que, quand j'ai été choisie Nisuin, parmi d'autres qui ne faisaient pas le poids, forcément, puisque c'est moi qui suis choisie. On est d'accord? Maintenant, ce or-là, d'ailleurs, sachez que ce or-là, cette lumière, c'est celle qu'on allume tous les vendredis soirs. Regardez à quel point elle est importante dans le couple. La lumière qu'on allume vendredi soir, c'est celle qui nous distingue de tout le monde et qui le distingue de tout le monde. Est-ce que je sais mettre en avant ce qu'il y a de particulier, de pertinent, de différent? Issa Hachem, est-ce que cette différence, l'autre, il la considère et il la valorise? Si je suis valorisée en tant qu'être singulier et unique, alors je suis à ma place dans mon couple. Si moi j'arrive à considérer l'autre dans sa différence, il est à sa place dans le couple. Est-ce que c'est... On est dans quelque chose de très, très subtil. Très subtil. En fait, quand on est reconnu pour ce que l'on est, de différent et d'unique, c'est là qu'on est à sa place. Be'ezrat Hashem, mes amis, je vous souhaite à toutes d'être à votre place, dans vos fratries, dans vos couples, que vos enfants soient à leur place, professionnellement, que vous soyez à vos places, Be'ezrat Hashem, que ça vous épanouisse et qu'il y ait le shalom. Et je vous annonce en avant-première, on va lancer les publications ce soir, c'est hyper important, lundi 12 mai, au salon, 12 juin, pardon, ouais, je suis fatiguée, lundi 12 juin, l'autre cours va être déplacé au salon Hoche. J'ai l'immense bonheur de recevoir Myriam Peretz, lauréate du prix Israël. C'est la première fois qu'elle vient en Israël. En France, waouh, c'est bon, vous avez compris. Ouais, je suis encore dans Israël là. C'est la première fois qu'elle vient en France. Elle s'est présentée aux dernières élections présidentielles face à Herzog. Elle est la maman de 2 soldats qui sont tombés au combat. C'est une maman pleine d'émouna qui va nous livrer un discours unique pour l'avoir entendue. Elle est exceptionnelle. S'il y a une soirée dans l'année qui va vous remplir d'émouna, de force, de volonté, de résilience, lundi 12 juin au Salon Hoche, mes amis, avec Myriam Peretz. Be'ezrat Hashem.